Alors bonjour à tous ceux qui participent à cet atelier. On a voulu, comme on ne peut pas faire vraiment d'interaction, on ne peut pas, faire des cas cliniques, c'est un peu ce qu'on avait prévu au départ. On s'est proposé de faire un atelier avec des sujets qui sont, extrêmement, pratiques. Donc moi, en tant que, gynécologue et andrologue, donc je suis en effet, maître de conférences des universités, praticien hospitalier au CHU de Lille, où je m'occupe beaucoup des problématiques de médecine de la reproduction au sens large du terme, y compris l'AMP. Et j'ai une consultation d'andrologie dans le service qui est dédié à cette activité au CHU de Lille. Et donc ce que je vous propose, c'est, un topo qui est, de toute façon, vous aurez accès à ce topo après, qui est assez complet, vous verrez, mais qui vous reprend le point un petit peu sur tous les éléments du bilan d'infertilité masculine en 2020. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infertilité du couple, c'est un phénomène, un problème majeur de santé publique, particulièrement en France, où c'est pris en charge par l'assurance maladie à 100. C'est un couple sur 8 qui va consulter au moins une fois dans sa vie pour une difficulté à concevoir. Et vous voyez que, grosso modo, la répartition des causes d'infertilité masculine, féminine, mixte, se répartit de façon à peu près égale, ce qui veut dire que l'homme va être impliqué dans l'infertilité dans au moins une fois, un cas sur deux, et que donc il faut toujours explorer les 2 membres du couple, et ce, même si la patiente a un trouble de l'ovulation avéré. Il ne faut pas se dire: «Tiens, elle n'ovule pas». Il faut explorer l'homme parce qu'il peut y avoir des altérations du sperme associées à un trouble de l'ovulation. Les causes d'infertilité, elles sont extrêmement nombreuses en réalité, et un certain nombre peuvent être éligibles à des traitements spécifiques pour surseoir à l'AMP et permettre de finalement, concevoir le bébé sous la couette. Vous avez les causes prétesticulaires, donc ça, c'est tout ce qui va être hypogonadisme, hypogonadotrope, hein. Je vous ai mis ici, je ne vais pas détailler, toutes les causes centrales qui peuvent induire des troubles de la fertilité masculine. Vous avez ensuite les causes testiculaires. Donc là, ce sont des atteintes de la spermatogénèse qui peuvent être quantitatives, par exemple suite à une cryptorchidie, suite à une microdélétion sur le chromosome Y, ou certaines anomalies chromosomiques dont on reparlera tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des anomalies qualitatives des spermatozoïdes, comme par exemple des syndromes monomorphes, comme la globozoospermie ou le syndrome de Cartagena. On a enfin des causes post-testiculaires qui peuvent être post-infectieuses ou qui peuvent être iatrogènes, avec notamment donc des atteintes sur les voies excrétrices séminales, celles par lesquelles vont normalement passer les spermatozoïdes au décours de l'éjaculation et après leur fabrication au niveau du testicule. Et donc le but du bilan, c'est toujours à la fin de votre bilan d'être capable de dire si c'est une cause prétesticulaire, testiculaire ou post-testiculaire. Alors, il se trouve qu'il existe un certain nombre de recommandations internationales. Je ne peux pas vous citer parce qu'elles ne sont pas officiellement publiées, mais ça va pas tarder. La Société d'andrologie de langue française et l'Association française d'urologie ont, fait un groupe d'experts, et des recommandations spécifiquement françaises vont, être publiées dans quelques mois. Ce sera, d'abord, dans la revue Progrès en uro en français, et en anglais dans la revue, BACA. Mais là, vous voyez, on a des recommandations de l'OMS, les recommandations de l'American Society of Reproductive Medicine, et celle de l'Académie européenne d'andrologie. Alors, ce qu'il faut, savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment mis en exergue, c'est la nécessité de proposer à tout homme infertile un examen clinique, et cet examen clinique, ça n'est pas qu'un interrogatoire, c'est aussi un examen physique des testicules, et on va le voir, qui a un rôle extrêmement important. Et vous voyez que dans les recommandations de l'OMS, l'examen, clinique devrait idéalement précéder, même si c'est pas toujours fait comme ça, l'analyse du spermogramme. Alors cet examen clinique, c'est assez particulier. Souvent, les hommes, quand ils vont chez le gynécologue, moi, quand je leur dis: «Je vais vous examiner», ils regardent derrière si je ne m'adressais pas à quelqu'un d'autre. Ça les surprend parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, mais pourtant c'est assez essentiel. C'est un examen clinique qui n'est absolument pas, plus difficile qu'un examen gynécologique. On commence par un interrogatoire, on va s'intéresser bien sûr à l'âge de l'homme, on va voir que ça a un impact. Les toxiques, hein, le tabac, le cannabis ont des effets sur la fertilité. L'obésité masculine a un impact également sur la fertilité. Certains médicaments comme les neuroleptiques cachés ou la prise d'androgènes à visée anabolisante, et enfin tous les antécédents uro-andrologiques, les traumatismes testiculaires, la cryptorchidie, l'antécédent de retard pubertaire. Dès qu'il y aura un trouble endocrino testiculaire, il faudra penser à éventuellement une étiologie hormonale.
Et puis enfin, est-ce qu'il y a déjà eu, une paternité? Les hommes répondent souvent un petit sourire en coin: «Pas à ma connaissance», mais bon, il y en a quand même qui sont déjà pères d'enfants ou qui ont déjà eu, des grossesses avec des précédentes partenaires qui ont abouti à des IVG. Alors cliniquement, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'homme. On lui demande de se déshabiller déjà juste en sous-vêtements pour regarder le développement, pubertaire, la pilosité corporelle, est-ce qu'il y a une gynécomastie? Et puis ensuite vient le temps de l'examen scrotal où on va évaluer le volume testiculaire. Alors les endocrinologues aiment faire ça avec les orchidomètres comme vous voyez ici. Donc c'est, vous voyez des un petit boulier, mais on peut aussi, quand vous êtes formé, que vous êtes passé en urologie peut-être dans votre formation, hem si pour ceux qui ont une compétence chirurgicale, vous pouvez aussi apprendre qu'est-ce qu'un testicule de volume normal, un testicule hypotrophique ou un testicule atrophique. On regarde lors de cet examen également la dilatation de l'épididyme, ça c'est très simple, on va pouvoir palper la tête épididymaire tout doucement, elle est légèrement sensible, normalement pas trop douloureuse et ensuite on va, palper au niveau des cordons la présence des canaux déférents. Donc là, c'est très facile, il faut l'avoir fait quelques fois, c'est très simple, on sent comme une corde de violon donc il faut distinguer ça, parmi les éléments vasculaires et mon patron, monsieur Rigaud disait toujours quand on allait en consultation avec lui: «Allez viens, on va jouer du violon», hein, parce qu'on va tirer sur, les canaux déférents. Et enfin, en position allongée et surtout en position debout, on va vérifier qu'il n'y ait pas de varicocèle. On va voir que c'est très important parce que seuls les varicocèles qui sont cliniques, c'est-à-dire soit qui sont visibles ou palpables lors d'un examen clinique, doivent être traités. Toutes les varicocèles qui sont échographiques et qui ne sont pas forcément cliniques, ça peut arriver, elles ne méritent pas d'être traitées. Et enfin, parfois, on découvre des hypospadias à minima qui s'intègrent souvent dans des syndromes de dygénésie testiculaire. Alors voilà, je vous montre quelques images assez caractéristiques. La varicocèle clinique, hein, vous voyez, ce paquet variqueux, ça touche bien plus souvent le testicule gauche que le testicule droit, puisque la veine spermatique gauche se jette dans la veine rénale gauche avant de se jeter dans la veine cave inférieure. Et donc, ce phénomène en dérivation fait qu'il y a des risques d'incompétence valvulaire bien plus importants, puisque la pression de reflux à l'intérieur des veines va être altérée plus facilement du côté des veines spermatiques à gauche. Je vous mets quand même ici hein, ces recommandations internationales sur la prise en charge des varicocèles qui vous confirment bien que seuls les varicocèles, c'est ce que vous voyez ici, cliniques, celles qui ont été vues ou palpées par un clinicien qui a l'habitude, doivent être traitées. Toutes les varicocèles qui sont vues à l'échographie mais qui ne sont pas vues à l'examen clinique ne doivent surtout pas être traitées. Alors vous voyez des exemples de patients et ça on en a, j'en ai tous les ans à ma consultation d'infertilité. Un patient qui vient pour une azoospermie, voilà, il suffit de l'examiner. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'avoir fait, de l'urologie ou de la clinique très poussée. Il y a un impubérisme, une gynécomastie, vous voyez une adiposité trochanterienne, un micropénis. Ce monsieur me disait en plus avoir des rapports sexuels parfaitement satisfaisants. J'ai un patient qui a exactement le même profil que celui que je vous montre ici, et en fait, c'était un syndrome de Kallmann de Morsier qui n'avait jamais été diagnostiqué. Donc ça, on en a quelques-uns. Alors ça reste rare, mais en tout cas, dans des consultations d'infertilité masculine, ça revient. Là, pareil, vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit de demander au monsieur de se déshabiller. Vous voyez une masse scrotale monumentale. Donc ça, c'était un cas clinique, qui avait été publié par l'équipe de Nischlag. Donc une azoospermie, une tuméfaction scrotale extrêmement volumineuse, c'était un séminome qui sécrétait beaucoup d'HCG et en fait, cet HCG, ça booste la production de testostérone, mais aussi d'œstrogène testiculaire, ce qui explique que, vous voyez, ce patient avait une gynécomastie assez impressionnante qui s'était installée de façon extrêmement rapide. Eh bien, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que en faisant l'orchidectomie, je crois que c'est du côté droit et en enlevant la tumeur, le testicule restant à gauche s'est mis à fonctionner parfaitement normalement et le patient a été guéri de son azoospermie et également, au moins partiellement, de sa gynécomastie. Donc cette consultation andrologique, vous voyez, elle a un rôle important parce qu'on va pouvoir rechercher une cause éventuellement curable. On va parfois mettre en évidence une pathologie grave. On peut être amené à voir parfois des cancers du testicule et enfin, elle va avoir un impact, un rôle, un peu, thérapeutique, puisque, comme je vous disais, par exemple, pour les varicocèles, ce ne sont que celles que vous avez vues à l'examen clinique qui vont relever, d'un traitement. Alors le spermogramme reste néanmoins, comme vous le savez, un examen essentiel et c'est sûr que si vous n'êtes pas rompu, à l'examen clinique de l'homme infertile, au moins prescrire cet examen, c'est un examen qui est bien sûr incontournable. Vous connaissez les normes, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas forcément le but de ce topo.
Il y a des normes qui ont évolué. Vous voyez, l'OMS en 2010 a proposé une réévaluation plutôt à la baisse des normes du spermogramme. J'attire votre attention simplement sur cet élément qui est la morphologie, où vous avez 2 classifications qui existent. La classification internationale de l'OMS qui utilise des critères stricts qu'on appelle la classification de Kruger avec une norme à 4 qui est parfois très étonnante pour les patients, et la classification franco-française, mais néanmoins très intéressante sur le plan physiopathologique, qui est la classification de David modifié que nous, on utilise encore avec un seuil validé à 23. La morphologie du spermogramme, donc je vous disais 2 critères et ça, c'est très important quand vous regardez, votre spermogramme de voir quel est le seuil parce que certains laboratoires vont vous dire la méthode d'analyse qu'ils ont utilisée, mais ne vous mettent pas forcément toujours les normes à côté. Donc pour l'interprétation, c'est important d'avoir, cette information. Alors ce spermogramme, s'il est normal, grosso modo, c'est plutôt rassurant. On pourra être amené à recontrôler si besoin. On a une infertilité féminine, un spermogramme normal. En général, on s'en tient là et on réévalue le spermogramme que si la grossesse ne survient pas au cours de 4 à 6 mois d'induction d'ovulation bien faite. En revanche, si le spermogramme est anormal, on sait que même chez des hommes fertiles, comme vous le voyez ici, on a des fluctuations de la spermatogénèse qui peuvent être liées à des phénomènes environnementaux, un pic de fièvre, un grand coup de stress, une intervention chirurgicale ou même des fluctuations saisonnières de la spermatogénèse. Et donc, il ne faut pas hésiter à réitérer, mais d'attendre au moins 3 mois. Pourquoi? Parce que la spermatogénèse dure 74 jours dans l'espèce humaine et qu'il faut compter un petit 2 semaines pour que les spermatozoïdes sortent du testicule, traversent l'épididyme et soient stockés dans la queue de l'épididyme. Donc on dit voilà 3 mois pour avoir un nouveau cycle de spermatogénèse lorsqu'il y a une anomalie. Ça paraît très long, mais il faut vraiment pas s'en affranchir. Il y a des gens qui véhiculent encore ce message, disant oui, c'est une azospermie, allez, on le refait dans un mois. Ça n'a jamais été prouvé. C'est malheureusement 3 mois qu'il faut respecter entre 2 spermogrammes. Alors, ce spermogramme, vous regarderez, j'avais fait, dans la revue, de Serge Kebabchev justement, Reproduction humaine et hormones, un article sur l'infertilité, masculine. Et bien, vous voyez que tous les éléments du spermogramme, que ce soit le volume, le pH, les anomalies de la mobilité, on a, des critères analytiques et des seuils qui sont définis, qui vous permettent de vous orienter vers un certain nombre d'étiologies. Notamment, par exemple, vous voyez dans l'hypospermie, une hypospermie, donc c'est un volume d'éjaculat à moins de 1,5 ml, toujours éliminer une perte de recueil, vérifier que ce ne soit pas un délai d'abstinence trop court, qu'il n'y ait pas eu un petit câlin le matin même avant d'aller au labo. Est-ce que ce n'est pas une éjaculation rétrograde partielle chez un homme qui est diabétique ou qui a une neuropathie d'une autre cause, ou alors parfois des déficits de sécrétion des glandes annexes, comme notamment aussi les mucoviscidoses génitales existent. Donc vous voyez un certain nombre d'anomalies du spermogramme avec derrière des éléments d'orientation voilà, sur ces tableaux. Donc c'est un examen capital qui a une orientation diagnostique parce qu'il va valider stricto sensu la cause masculine ou pas de l'infertilité. Mais attention, c'est un examen qui est soumis à des variations inter et intra-observateurs. On a des variations inter et intra-individuelles du spermogramme, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui oblige de répéter souvent les examens. Et finalement, le spermogramme, il va vous permettre de regarder la concentration, la mobilité, la vitalité, la morphologie et les paramètres physico-chimiques de l'emballage, c'est-à-dire du sperme. Mais vous n'avez pas du tout d'infos sur la qualité intrinsèque des spermatozoïdes et notamment sur la qualité du génome et ces anomalies, donc on en reparlera peut-être à la fin, la fragmentation de l'ADN spermatique, les anomalies de la condensation de la chromatine des spermatozoïdes sont des examens qui sont très spécialisés et qui ne relèvent pas en tout cas de la première intention. Alors, quels sont les examens qu'on va prescrire dans un bilan d'altération du sperme? On va commencer bien sûr par l'imagerie. Dans l'imagerie, l'examen de première intention, c'est l'échographie du contenu scrotal, qui est souvent associé à une écho du haut appareil urinaire, comme tout ce qui est génital et urinaire est très lié sur le plan embryologique. C'est quelque chose qui est incontournable dans tout bilan d'altération du spermogramme. On sait que les hommes infertiles, ce sont des hommes qui sont un peu plus à risque de cancer du testicule, a fortiori lorsqu'ils ont un antécédent de cryptorchidie. Donc un homme qui a une infertilité doit avoir eu au moins une écho scrotale dans son bilan, au minimum, avec un échographiste qui a bien l'habitude. Et cette échographie, elle est encore plus indispensable s'il y avait un antécédent de cryptorchidie, bien entendu. On sait en effet qu'il existe des
phénomène physiopathologique, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la dysgénésie testiculaire de Sharp et Skeke-Beck, qui met en évidence qu'il y a un lien épidémiologique très fort entre les altérations du spermogramme, le risque de cancer du testicule, le risque d'hypospadias et le risque de cryptorchidie. Donc en effet, un homme qui a par exemple une cryptorchidie, des altérations du spermogramme et éventuellement un MEA qui n'est pas forcément pile en position eutopique, eh bien, il est à très haut risque de développer un cancer du testicule. Et donc, il faudra à ce patient même lui proposer l'autopalpation testiculaire, voire une surveillance par un urologue si on découvre des microcalcifications ou des micronodules au niveau de l'échographie scrotale. Donc l'échographie scrotale, c'est assez simple, hein, là encore. L'organe étant extériorisé, on utilise des sondes Barrett à très haute fréquence. Vous voyez ici un parenchyme testiculaire finement échogène qui, pour les gynécologues qui sont avec nous, ressemble même à un endométriome un petit peu. Bah voilà, un endométriome chez l'homme, c'est un testicule. Vous voyez ici des microcalcifications assez caractéristiques qui doivent nécessiter une surveillance. La vascularisation terminale du testicule qui est évaluée en Doppler ici, en Doppler énergie. Et là, vous avez un nodule testiculaire qui avait été découvert dans un bilan d'azoospermie. Et vous voyez un nodule avec une paroi épaisse, un contenu hétérogène, une végétation à l'intérieur qui était très vascularisée. Et il s'agissait ici d'un séminome testiculaire chez un patient qui avait un antécédent de cryptorchidie. L'échographie Doppler est intéressant, il doit être fait en position debout. Hein, ça, c'est très important de le mettre sur vos ordonnances, sinon le radiologue aura un petit peu la flemme de le faire. Donc, c'est écho-Doppler des vaisseaux spermatiques en position allongée, puis en position debout. Et en position debout, c'est là que les veines vont se dilater de façon plus importante et qu'on va pouvoir mettre en évidence des varicocèles. Et cette échographie, elle va compléter l'examen clinique et elle va permettre de voir si cette varicocèle est éligible éventuellement à un traitement par embolisation. L'échographie endorectale, certains la font de façon systématique. En réalité, c'est un examen qui a très peu de réelles indications. Les indications, ça va être les suspicions cliniques et ou spermiologiques d'anomalies obstructives du tractus génital. C'est-à-dire, vous ne palpez pas les déférents, ou les déférents ou les l'épididyme ont l'air très dilatés. Vous avez des antécédents d'infection génitale chez le patient, des antécédents de pathologie prostatique. Oui, il faut y aller. Vous avez des anomalies du pH, des anomalies qui évoquent des anomalies de fonction de la prostate ou des vésicules séminales, pareil, il faut faire cet examen. En dehors de ça, si le volume du sperme est normal, le pH est normal et l'examen clinique est normal et qu'il n'y a pas d'antécédent uro-andrologique significatif, cet examen n'a pas d'intérêt. Sauf peut-être le cas d'azoospermie qui pourrait être mixte et encore, c'est très discuté. Alors, dans les autres examens spermiologiques qu'on peut être amené à demander, il y a le test de migration survie. Donc ça, vous le connaissez, c'est un examen en France qui est soumis en temps de préalable. Ce test d'optimisation du sperme va permettre de savoir si vous corrigez vos anomalies observées sur le spermogramme et si votre patient va être éligible à des techniques simples d'AMP type insémination ou à des techniques plus sophistiquées type ICSI. La spermoculture, on la recommande toujours en France, en tout cas pour rechercher éventuellement une infection chronique des glandes annexes masculines. Donc elle est toujours recommandée avant une AMP. C'est un examen qui est soumis à des conditions préanalytiques très rigoureuses. Il faut que l'homme ait bien uriné et bu 1,5 litre d'eau par jour pendant plusieurs jours auparavant et il va faire son recueil de sperme et un petit peu de sperme part en culture. C'est très important de travailler avec des labos qui ont bien l'habitude parce qu'il va falloir vraiment différencier les germes saprophytes des germes de contamination. Et ça, c'est des situations où il ne faut pas traiter par antibiotiques d'une vraie infection du sperme. Et l'expérience qu'on en a, nous, et qu'on avait publiée il y a de nombreuses années, mais qui est vraiment ce qu'on fait quand on a une infection du sperme, très souvent, on demande aux patients de boire beaucoup d'eau, d'avoir une éjaculation le matin même, voire la veille. Quand on recontrôle la spermoculture, on le fait quasiment systématiquement. Et chez presque 50% des patients, on ne retrouve plus le germe incriminé, simplement en ayant réussi à drainer les voies séminales et notamment l'urètre. On avait défini, vous voyez ici, un certain nombre de germes qui étaient potentiellement pathogènes sur la fertilité et pour lequel on a proposé des seuils au-delà desquels il faut éventuellement proposer un traitement. Je dis bien si ces germes sont présents sur au moins 2 spermocultures. Quand vous recontrôlez une spermoculture, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Ça peut être fait le lendemain de votre consultation puisqu'on ne regarde pas la spermatogénèse, on regarde juste la présence ou non d'une bactérie dans le sperme.
La biochimie séminale, ça, c'est un examen que vous pouvez être amené à demander. Donc, on va évaluer en fait les glandes qui vont élaborer le sperme. Donc, on utilise souvent 2 marqueurs prostatiques parmi les 3 suivants, le citrate, le zinc ou la phosphatase acide, un marqueur des vésicules séminales, le fructose, et un marqueur épididymère, c'est l'alpha-glucosidal ou la L-carnitine. Et en fait, l'idée, c'est de voir si ces marqueurs sont abaissés dans le sperme pour rechercher une cause obstructive ou une dysfonction d'une de ces glandes à l'origine, par exemple, d'un pH acide ou d'un pH très alcalin ou alors d'une anomalie du volume de l'éjaculat. Donc, on le demande en général dans tous les bilans d'azoospermie, dans les OATS de profil obstructif et lorsqu'il y a des anomalies sur le spermogramme, des caractéristiques physico-chimiques du sperme. La recherche de spermatozoïdes dans les urines, donc là, c'est souvent sur des signes, soit sur des hypospermies récurrentes ou chez des patients qui présentent des anéjaculations orgasmiques. Donc, ils ont des rapports, ils ont un orgasme, pourtant, il n'y a rien qui sort. Et donc là, il faut aller rechercher des spermatozoïdes dans les urines. Vous savez qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque comme le diabète, les lésions médulaires, la sclérose en plaques. Et donc, on peut être amené à proposer en effet de faire cet examen. Donc là encore, pareil, c'est le spermiologiste qui interprète. Après une éjaculation, vous trouvez toujours dans les urines quelques spermatozoïdes qui sont morts, qui sont restés dans l'urètre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une concentration très forte dans les urines pour conclure à une anéjaculation, à une éjaculation rétrograde partielle ou totale. Le MAR test, globalement, il est de moins en moins utilisé et actuellement, il y a de plus en plus de laboratoires qui arrêtent de réaliser cet examen. Donc, je n'en parle pas aujourd'hui. Pour ce qui est du bilan hormonal, eh bien, le bilan hormonal, il doit être fait systématiquement lorsque vous avez une oligospermie de moins de 10 millions par ml sur 2 spermogrammes. Quelqu'un qui a moins de 10 millions par ml, c'est assez fréquent en fait, peut avoir un hypogonadisme partiel qui est à l'origine de cette hypospermatogénèse. Donc le bilan de première intention pour explorer finalement la fonction testiculaire, c'est la testostérone totale qui évalue la fonction lédigienne. Et je vous rappelle que la testostérone, c'est l'hormone qui permet d'initier et de maintenir le processus de spermatogénèse, et la FSH, qui est le marqueur de l'action sertolienne, de la spermatogénèse au niveau des tubes séminifères. La LH et la prolactine ne sont pas des examens de première intention. Il y a beaucoup de nos collègues qui les prescrivent en première intention chez l'homme. En fait, s'il y a une hyperprolactinémie chez l'homme, la testostérone sera basse et donc il faudra la demander que si la testostérone est abaissée sur au moins 2 dosages. Et pareil, la LH, on la demande que dans ces index. Quelqu'un qui a une testostérone normale, il aura forcément une LH qui va être normale, elle ne va pas être abaissée. Et donc, je propose ce tableau d'interprétation où vous voyez en effet qu'avec tous ces examens simples, une FSH qui est basse avec une testo basse, on va contrôler. Si votre LH est également basse, c'est un hypogonadisme hypogonadotrope. Si votre LH est basse et que vous avez en plus une prolactine élevée, c'est une hyperprolactinémie, donc un déficit gonadotrope hyperprolactinémique. Si vous avez une FSH et une LH élevée avec une testostérone basse, c'est que c'est un hypogonadisme hypergonadotrope, donc une atteinte testiculaire. Quand on a des atteintes isolées de la spermatogénèse, eh bien, la FSH est élevée, mais tout le reste des paramètres sont normaux, et notamment la testostérone. Et vous avez même parfois des déficits isolés en FSH avec des FSH très basses et tout le reste du bilan qui est parfaitement normal. L'inhibin B est un marqueur que vous pouvez demander, mais c'est vrai que son utilisation, c'est un petit peu plus cher. Et nous, on l'utilise, mais plus à visée de recherche, notamment pour évaluer des scores prédictifs d'extraction dans la zoosperme. Et enfin, dernier groupe d'examens qu'on peut proposer, ce sont les examens génétiques. Alors, le karyotype, quand est-ce qu'on va le demander? Donc là, vous avez la méta-analyse de McLachlan qui a été reprise et qui est validée par tous les généticiens en France. Grosso modo, dans tous les centres d'AMP, on considère que là encore, si on a moins de 10 millions de spermatozoïdes par millilitre sur au moins 2 spermogrammes, il faut proposer la recherche du karyotype. Ce karyotype va permettre de rechercher des anomalies de translocation, d'inversion et parfois des anomalies du nombre. Vous verrez qu'entre 10 et 5 millions, le risque de retrouver une anomalie est assez faible. Par contre, vous voyez que dès qu'on est en dessous de 5 millions, et plus finalement les paramètres du sperme se dégradent, plus vous augmentez le risque d'avoir des anomalies des chromosomes. Et en général, quand on est dans les oligospermies extrêmes ou les azoospermies, ce sont des anomalies du nombre des chromosomes et notamment du nombre des gonosomes. Et vous connaissez bien le syndrome de Klinefelter qui en est l'exemple le plus probant.
On a ensuite l'analyse du chromosome Y. Vous savez qu'il y a 3 régions dites remarquables sur le chromosome Y, sur le bras long, qui sont les régions AZF. Les régions AZF, vous en avez 3. La région AZFA, en dessous la région AZFB et en dessous la région AZFC. Ces régions sont essentielles, elles contiennent des groupes de gènes essentiels à la spermatogénèse. Quand on a une microdélétion complète AZFA, on aura un Sertoli-cell only syndrome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellules germinales. Quand on a une mutation, une microdélétion AZFB totale, on va avoir un blocage de maturation, c'est-à-dire que la spermatogénèse s'arrête au stade spermatocyte ou spermatide selon les cas. Et au stade AZFC, on va avoir des atteintes variables de la spermatogénèse qui peuvent aller de la normospermie à l'azoospermie. Et donc là encore, ce qui a été recommandé, c'est de demander cette microdélétion AZF systématiquement dans tous les bilans d'azoospermie. Et en effet, lorsqu'il existe une oligospermie sévère, on va être amené à proposer en effet de faire cette microdélétion. Alors l'HAS avait proposé en 2006 le seuil de 1 million, mais vous voyez que dans la méta-analyse de McLachlan, vous allez avoir un certain nombre de microdélétions AZFC qui sont présentes, y compris lorsqu'il existe une numération à moins de 5 millions par ml. Et donc aujourd'hui, le seuil qui est recommandé par toutes les sociétés savantes, c'est 5 millions par ml, parce que ça a quand même un impact très important. D'une part, on sait que ces hommes vont avoir des risques de dégradation plus importantes de la spermatogénèse et donc on va leur proposer de congeler du sperme. Et surtout, dans les microdélétions AZFC, on sait qu'on va la transmettre à la descendance très probablement, et ça veut dire que lorsque cette microdélétion est présente et qu'on va faire de l'ICSI, eh bien, si c'est des petits garçons, ils ont de très fortes chances d'avoir cette microdélétion et peut-être d'avoir des problèmes de fertilité plus tard. Et ces petits garçons, il n'est pas impossible dans quelques années qu'on leur propose de faire des projets de préservation de la fertilité en période post-pubertaire immédiate. Et puis enfin, il y a les mutations du gène CFTR et les absences de canaux déférents. Donc là, on avait fait une synthèse de revue de littérature il y a quelques années dans la revue MTMR. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le gène, la protéine CFTR impliquée dans la mucoviscidose, elle est en effet présente, cette protéine est présente à la surface des vésicules séminales et à la surface également des canaux déférents, et que le CFTR a un rôle dans l'élaboration du liquide séminal. Et les mutations du gène CFTR ont également des effets pro-apoptotiques sur les déférents et sur les vésicules séminales. Et donc, en effet, dans certaines mutations, même mineures, on peut avoir des absences bilatérales de canaux déférents, des agénésies déférentielles ou même des vésicules séminales isolées qui peuvent être associées. Et donc finalement, ces patients qui vont avoir des profils d'azoospermie obstructive avec absence bilatérale de canaux déférents, ou lorsque vous avez cliniquement des altérations du spermogramme avec, à l'examen clinique, l'absence de canal déférent unilatéral, et bien dans toutes ces situations-là, il faudra penser à faire la recherche des mutations du gène CFTR, et il faut adresser idéalement à des services de génétique médicale. Pourquoi? Parce que si vous adressez en ville, les patients vont avoir en fait la recherche des mutations qui sont impliquées dans les formes sévères, mais vous n'allez pas avoir la recherche des mutations impliquées dans les formes modérées. Or, il est quand même nécessaire de faire derrière des diagnostics, proposer un diagnostic anténatal et de discuter en fonction des formes, des mutations qui vont être identifiées, de faire éventuellement un génotypage chez la conjointe de ce patient. Donc voilà, en fait, vous voyez, on est sur une approche qui est avant tout clinique, spermiologique, l'imagerie, la génétique et l'hormono. Ça, c'est l'indispensable. Après nous, on sera amené en effet, en voyant en AMP un certain nombre de patients, à partir sur des examens beaucoup plus spécialisés. Donc, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, ce n'est pas le but de l'atelier, mais c'est sûr que ces examens, ils vont permettre d'évaluer des choses un petit peu plus subtiles. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant très longtemps, les spécialistes de la reproduction gynécologues se sont dit, chouette, grâce à l'ICSI, il nous suffit de quelques spermatozoïdes et on va pouvoir obtenir des grossesses. Et c'est là, en effet, que l'andrologie a vécu finalement presque un début de mort en termes de discipline. Mais en réalité, aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à la qualité du spermatozoïde. Il ne faut pas oublier en effet que le spermatozoïde, lorsqu'il va féconder, il va donner deux choses: le noyau haploïde, donc la qualité finalement de ce noyau, on peut l'explorer en regardant la fragmentation de l'ADN, la condensation de la chromatine, et il va donner aussi le centriole proximal, et ce centriole proximal, c'est lui qui va être l'organisateur du fuseau mitotique lors de la première division et les premières divisions de segmentation de l'embryon, et donc des anomalies centriolaires
peuvent induire des aneuploïdies et donc des embryons non évolutifs. Et puis, en fait, le cytoplasme, dans sa globalité, s'incorpore dans le cytoplasme ovocytaire et donc on sait que les organites et notamment les mitochondries du spermatozoïde vont être détruites, mais il existe plein d'enzymes, de substances, de radicoli, peut-être même toxiques, qui sont dans le cytoplasme des spermatozoïdes et qui pourraient finalement, avoir un impact délétère et je vous livre ici, c'était un éditorial dans la revue Nature, donc pas n'importe quoi, de Claire Ainsworth qui avait mis en évidence, en effet, un certain nombre même de micro-ARN, de molécules ARN qui avaient un rôle très important, qui pouvaient être altérées et qui pourtant ont un rôle dans le développement embryonnaire précoce et elle avait appelé ça la vie secrète de nos spermatozoïdes. Donc en conclusion, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'examens stratifiés, que finalement, la plupart des examens que vous allez mettre en place, leur prescription va être orientée par la clinique et l'analyse très rigoureuse du spermogramme. Et derrière, un bilan andrologique bien fait, c'est un, mettre en évidence des causes qui sont curables et éviter une AMP inutile pour les couples, et parfois de proposer d'optimiser même simplement les paramètres du sperme avant une AMP qui pourrait être un peu rock'n'roll sur des oligozoospermies extrêmes. Et si vous avez un patient qui est crypto-oligozoospermie extrême et qui devient oligospermie modérée, eh bien forcément, techniquement en AMP, ce sera bien meilleur, avec bien sûr derrière des chances de succès qui seront plus favorables. Et c'est vrai que ce que disait souvent mon patron, le docteur Jean-Marc Rigaud, c'est qu'il ne faut surtout pas résumer l'homme, heureusement, à ses spermatozoïdes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Il n'y a pas de... Alors, vous voyez en bas, pour les participants, un truc qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez. Et Florence, tu avais des remarques Non, c'était hyper complet. C'est vrai que l'examen clinique, on a tendance à pas bien le faire en systématique, alors qu'effectivement, on peut trouver des choses, sans être andrologue, je pense qu'il y a effectivement des choses qu'on peut voir très rapidement et pour pouvoir aussi adresser rapidement après à un urologue pour avoir un avis. Mais tout comme l'examen gynéco qui n'est pas toujours fait non plus et qui permet de dépister d'autres choses. Donc, je pense que l'examen clinique, c'est vraiment une part importante et qu'il ne faut pas se limiter à l'interrogatoire, qui doit aussi être complet. Et c'est vrai qu'il ne faut pas du tout survoler l'interrogatoire masculin. C'est vraiment important de faire un interrogatoire de couple pour nos couples infertiles. C'est sûr que la première évaluation, enfin, moi, je compte des consultes de 40 minutes à l'hôpital. Ouais. Je ne vois pas comment on peut réussir à faire plus court. Ouais. Sur le premier rendez-vous, c'est très compliqué de faire moins. Je vois que Shadi est connecté. Bon. Écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. On enchaîne la suite. Ouais, ça marche. Bon. Moi, je vais vous N'hésitez faire pas à faire des remarques sur le sur un QR, niveau, si ça n'hésitez vous pas. a plu, si c'était clair, etc., pour qu'on sache pour la suite. Et donc, maintenant, c'est Florence qu'on va écouter. Alors, donc moi, je vais vous faire une petite actualité sur les lois de bioéthique. Hop, je partage mon écran. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas même à interagir en cours. Le but, c'est de discuter un petit peu de ces choses-là. Donc, hop. Voilà. Donc, quelles vont être les évolutions au niveau de la loi? Donc, on sait que les premières tentatives d'AMP ont eu lieu dans les années 70 et pour nous en France dans les années 80. Et ces AMP en France ont été, sont en fait, il y a eu donc les premières lois de bioéthique en 94 pour justement cadrer ces lois de bioéthique et de façon à ce que tous les centres d'AMP fassent un petit peu la même chose et soient régulés par les mêmes lois. Donc la première loi de bioéthique date de 1994, elle a été révisée en 2004 et 2011.
Elle devait par la suite être révisée tous les 5 ans, mais quand on voit le délai pour réviser une loi de bioéthique, là, la prochaine n'allant pas être publiée avant 2021, il se sera passé 10 ans entre ces lois de bioéthique. Et dans le projet de loi, il y a d'ailleurs une révision de ce délai pour passer de 5 à 7 ans entre les révisions de loi de bioéthique. Donc, comment ça s'est passé pour cette nouvelle loi de bioéthique? Il y a tout d'abord eu en 2018 les États généraux de la bioéthique en France, donc qui précèdent la révision de la loi, et qui sont organisés par le Comité consultatif national d'éthique. Et ça a été un grand débat national. Donc, vous avez dû en entendre parler globalement autour de vous. C'était un débat national sur 9 thèmes, dont la procréation. Mais la loi de bioéthique, elle ne régule pas que l'assistance médicale à la procréation, elle régule énormément de domaines médicaux, dont par exemple la transplantation d'organes, le don, les neurosciences, les données de santé. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se cibler que sur l'AMP, mais il y avait tous ces éléments qui ont été évalués dans les états généraux. Donc, on a eu des débats sur Internet, des débats citoyens, des auditions des sociétés savantes, des associations de patients, des associations professionnelles, des organisations professionnelles, toutes les sociétés savantes, que ce soit de gynéco, de biologie, d'urologie, d'andrologie, l'association des sécos, enfin, toutes les sociétés ont émis des rapports, comme l'Académie de médecine aussi, et le CCNE a publié un rapport de synthèse le 5 juin 2018 qui proposait des items pour la loi de bioéthique. Donc, cette loi, suite à ça, le projet de loi a été écrit par le gouvernement et a été pris au Conseil des ministres le 24 juillet 2019. On a eu ensuite, le 15 octobre 2019, la première lecture à l'Assemblée nationale avec de nombreuses modifications. Il y a eu plus de quasiment 2000 amendements sur la loi de bioéthique, dont 400 sur l'article 1 qui concernait les sciences médicales à la procréation. 6 mois plus tard, à peu près, elle est passée au Sénat, donc en début d'année 2020, où elle a été adoptée aussi sur le principe, mais avec modification. Avec le Covid, la loi a pris un petit peu de retard, mais on a quand même pu avoir une deuxième lecture à l'Assemblée nationale cet été, avec à nouveau une adoption de la loi. Et donc, on attend la deuxième lecture au Sénat pour début 2021, avec ce qu'on espère une promulgation l'année prochaine. Alors, le gouvernement parle en fait de promulgation rapide avec certains décrets d'application qui seraient actifs immédiats. C'est-à-dire que quand la loi sort, on doit normalement attendre les décrets d'application pour pouvoir l'appliquer. Et là, a priori, il pourrait y en avoir certains qui passent immédiatement. Donc, il va y avoir 3 grosses thématiques qui vont changer dans notre pratique. Donc déjà, les conditions légales de l'AMP en France, le don de gamètes et la conservation des ovocytes. Je vais vous parler surtout de ces thématiques-là. On pourra discuter des autres, mais c'est vraiment les grands changements qu'on va avoir dans notre pratique. Donc, vous savez qu'actuellement, pour bénéficier d'une AMP en France, il faut être un couple qui soit composé d'un homme et d'une femme, que les 2 membres du couple soient vivants et que les 2 membres du couple soient en âge de procréer. La discussion qui est actuellement et qui a été acceptée sur les projets de loi, c'est d'ouvrir l'AMP à toutes les femmes, donc aux couples de femmes et aux femmes seules. Dans le projet de loi actuel, il y aurait une prise en charge à 100% par l'assurance maladie pour toutes les femmes seules et les couples hétérosexuels. Et ce qui a aussi mis en œuvre dans la loi, c'est un nouveau mode de filiation pour les couples de femmes, avec nécessité d'un passage au notaire avant la naissance des enfants, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'enfant anticipée et que ce soit bien les 2 femmes qui soient les coparents de l'enfant. Donc, ces lois, je vous ai mis quand même quelques pistes de réflexion où on n'a pas vraiment de réponse sur la loi. On les aura peut-être dans les décrets d'application. Mais les questions que ça pose quand même, c'est la liste d'attente. C'est vrai qu'au niveau des sécos, on a déjà en don de spermatozoïdes entre 12 à 18 mois de délai d'attente. Et donc, comment on va faire pour gérer cet afflux de demandes supplémentaires sans aide complémentaire pour recruter des donneurs? Qu'il va y avoir bien un principe de non-discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, donc qui a été ajouté, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de liste d'attente différente entre les indications. C'est-à-dire qu'un couple infertile hétérosexuel aura le même délai d'attente
pour le don de sperme qu'une femme seule ou un couple de femmes. Les conditions d'accès sont aussi un petit peu en suspens, c'est-à-dire est-ce qu'on aura des conditions d'âge pour les femmes seules? Est-ce qu'il y aura des conditions, des âges minimum? Est-ce qu'à 18 ans, quand on est toute seule, on pourra demander une AMP? Ça, on ne sait pas. Ou est-ce qu'il y aura un âge maximum qui est pour l'instant, globalement, les centres se fixent sur 43 ans, qui est l'âge légal de remboursement. Ce n'est pas l'âge légal de l'AMP, mais c'est la limite de remboursement. Et puis, une question quand même très éthique qui est pourquoi on ouvre l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules et pas l'AMP aux hommes seuls ou aux couples d'hommes. Donc, deuxième grande partie qui va être deuxième grande partie, c'est le don de gamètes. Donc, le don de gamètes en France, donc, le don, je vous rappelle, il est anonyme, gratuit et volontaire. Il faut être majeur et consentir à faire un don. Depuis 2011, sachant que là, juste petite info, on avait eu les décrets d'application en 2016, donc quand même 5 ans plus tard, pour cette partie-là, qui était le fait qu'on peut être donneur de gamètes en n'ayant pas procréé. C'était le cas avant, et que pour les donneurs qui n'avaient pas procréé, que ce soit un homme ou une femme, on pouvait leur proposer une autoconservation de leurs gamètes au même moment que les deux. Donc là, l'évolution de la loi concernant les donneurs va être la levée de l'anonymat. Alors, pourquoi on a cette question de levée de l'anonymat? Parce qu'au niveau du droit européen, il y a quand même un droit d'accès aux origines et que la problématique qu'on a, c'est l'essor des tests génétiques directs. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un prélèvement de salive dans les entreprises qui vont évaluer nos caractéristiques génétiques pour refaire en fait nos arbres généalogiques génétiques, voir combien on a de pourcentage d'origine de la France, de l'Espagne, voilà, des 4 coins du monde. Et à force d'avoir autant de bases de données avec tous ces patrimoines génétiques, il y a déjà une dizaine d'enfants nés de dons de sperme en France qui ont réussi comme ça à retrouver leurs données. Alors même si théoriquement c'est interdit, parce que comme c'est anonyme, on ne doit pas faire en tant que receveur de recherche pour retrouver ses origines, mais de toute façon maintenant ça existe. Et comme plus le temps va passer, plus on va avoir un essor de ces tests génétiques, on ne pourra pas contrôler cette notion d'anonymat. Il faudra donc que les donneurs qui donnent maintenant sachent que, ne pouvant pas, comme on ne peut pas préserver aussi leur anonymat, il va falloir encadrer cette levée d'anonymat. Et puis, il y a aussi, il faut aussi entendre les enfants nés de dons, qu'il y a aussi un fort lobbying d'enfants nés de dons qui souhaitent avoir accès à ces origines. Donc, ce que dit la loi au niveau de la levée de l'anonymat. Donc, pour l'instant, ce serait aux 18 ans de l'enfant. Donc, c'est l'enfant qui pourrait demander du coup cette levée de l'anonymat par le biais d'un organisme intermédiaire. Donc, ce ne serait pas les centres d'AMP et les CEPOS qui géreraient ça, où en fait cet enfant va faire la demande pour avoir déjà soit ces données non identifiantes du donneur. Donc, les données non identifiantes seraient l'âge, alors l'état général au moment du don, je pense que ça veut dire les antécédents, les caractéristiques physiques du donneur, sa situation familiale et professionnelle, son pays de naissance et les motivations qui doivent être rédigées par le donneur. Donc ça, c'est vraiment défini dans le texte de loi qu'il faut qu'on puisse fournir ça. Et donc, nous, au moment de notre inclusion de donneur, il faudra qu'on recueille tous ces éléments pour pouvoir les communiquer ensuite si jamais il y a une demande. Et ils auront aussi accès aux données identifiantes du donneur. Il y a aussi une partie du projet de loi qui est que les couples receveurs souhaiteraient avoir accès aux données non identifiantes. Ça a été rajouté là en deuxième lecture. Et donc, c'est soumis à discussion que du coup, les couples receveurs, s'il y a la naissance d'un enfant, puissent avoir accès aux données non identifiantes. Donc, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui se passe si au moment où l'organisme donne des données identifiantes, donc le nom et les coordonnées du donneur à l'enfant, et que le donneur, lui, finalement, veut rester anonyme et ne veut pas être en contact avec cet enfant. Donc ça, il n'y a pas vraiment de notion dans le texte de loi. Alors, au niveau de la rétroactivité, ce qui est écrit actuellement, donc globalement, les CEPOS, les sociétés savantes étaient plutôt contre une réactivité du fait que les donneurs, au moment où ils ont donné, ils ont consenti à donner dans le cadre de l'anonymat. Mais a priori, la commission qui donnera en fait ces données non identifiantes et identifiantes pourra quand même se réunir si jamais des enfants nés de dons avant la loi font la demande quand même de cette demande d'avoir ces données
cette commission se réunira et statuera sur le fait ou pas de pouvoir transmettre des données non identifiantes, voire identifiantes. Donc sur ça, on va être quand même vigilant sur la deuxième lecture au Sénat parce que un donneur ayant donné sous un certain cadre, on change les choses a posteriori, on trouve ça un petit peu modérément éthique a posteriori. L'autre grosse problématique qu'on va avoir, c'est la pénurie des gamètes. À la fois, donc, je vous expliquer, parce qu'on va avoir une augmentation de la demande en période de donneurs de spermatozoïdes, mais aussi, ce qu'on a très peur, c'est qu'il y ait une chute du nombre de donneurs du fait de la levée de l'anonymat. Et donc, on estime qu'on aurait une chute de 80% et qu'il faudrait à peu près 5 à 10 ans pour reconstituer notre stock de donneurs de façon à ce que ce soit une autre population qui vienne donner, qui soit informée. Sachant que nous aurons 1 an pour, à la date de la promulgation de la loi, on pourra encore pendant une année utiliser nos donneurs. Et par contre, au 13e mois post-promulgation de la loi, on devra détruire tout notre stock de nos anciens donneurs, sauf s'ils nous ont contactés entre-temps pour re-signer un consentement, comme quoi ils seraient d'accord pour qu'on maintienne leur don. Donc voilà, donc c'est vrai que sur ces questions-là, la question du coup d'importation de gamètes étrangers avait été posée, donc de se dire comme on va pas avoir on va plus avoir de paillettes de spermatozoïdes, est-ce que du coup on va pas aller en acheter à l'étranger? Et donc ça a été discuté et ça sera interdit, on ne pourra pas importer de gamètes pour le don. Et donc la troisième grosse thématique qui a été discutée dans cette code d'éthique, c'est l'autoconservation de gamètes. Donc, actuellement, ce qu'on a le droit, c'est de faire une autoconservation de gamètes, que ce soit des ovules, des spermatozoïdes, du tissu testiculaire ou du tissu ovarien. On ne peut le faire que quand on va avoir une pathologie ou une prise en charge médicale qui va altérer la fertilité. Donc, on a déjà de nombreuses indications, donc la chimiothérapie, la radiothérapie, tout traitement gonadotoxique, les chirurgies ovariennes et testiculaires, les insuffisances ovariennes, l'endométriose, le syndrome de Turner. On a déjà beaucoup d'indications qui nous permettent de préserver la fertilité. Là, ce qui va passer, ce qui est dans le projet de loi, c'est l'autorisation de conservation sociétale des gamètes. Donc, ça veut dire que si on souhaite conserver ces gamètes, que ce soit un homme ou une femme, on pourra se présenter dans un centre d'AMP pour congeler ses ovocytes ou ses spermatozoïdes. Puis de l'âge aussi, c'est-à-dire à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on pourra le faire. Ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Il y aura des décrets d'application qui nous fixeront ça. Et dans le projet de loi, il avait été demandé initialement par la plupart des centres que ce soit ouvert à tous les centres d'AMP, mais ça a à nouveau été restreint dans la deuxième lecture, que cette activité serait réservée aux établissements publics ou privés à but non lucratif. Et il y aurait bien une prise en charge à 100%, même pour une autoconservation sociétale. Et il y aurait uniquement aux frais des patients les coûts de conservation quand on ne sera pas dans la préservation médicale de la fertilité. Ces coûts sont de l'ordre de 50 à 70 € par an, donc ce n'est pas du tout excessif pour les patients. Donc là aussi, les questions sont posées. Jusqu'à quel âge et à partir de quel âge on veut autoconserver, quel est le nombre idéal d'ovocytes, donc à partir de quand on s'arrête, jusque quand on peut réutiliser, parce que c'est vrai qu'on s'était mis la limite des 43 ans, mais au final, si on a congelé ces ovocytes à 25 ans, beaucoup moins un risque de pathologie génétique, donc est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser jusqu'à 45? Qu'est-ce que vont devenir tous ces ovocytes ou spermatozoïdes non utilisés? Donc, l'espoir, c'est qu'ils rebasculent ensuite sur le don. Et puis, on sait que les centres d'AMP, publics et privés à but non lucratif, ne vont pas suffire à augmenter leur activité parce qu'on va avoir à la fois l'afflux des femmes seules et des couples de femmes, plus l'autoconservation, ce qui est évalué à peu près un doublement de l'activité dans les 5 ans. Donc voilà. Donc en conclusion, cette nouvelle loi de bioéthique concernant l'assistance médicale à la procréation est vraiment une évolution sociétale dans les prises en charge. Même si tout n'est pas passé, il y a d'autres choses qui ont été discutées qui sont l'AMP post-mortem, la ROPA, le DPIA, la GPA. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions dessus, on pourra en discuter. Voilà, mais ça va vraiment une transformation majeure en fait dans notre façon de travailler et dans nos prises en charge des patientes.
Et donc, on espère qu'elle passera sur 2021 et qu'on pourra enfin être dans le vif du sujet. Voilà, je vous remercie. J'arrête de partager. Et puis là, on peut ouvrir un peu les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Florence. Je voulais quel est ton avis sur le remboursement par l'assurance maladie de l'AMP chez les femmes seules, chez les femmes homosexuelles? Je me veux volonté Enfin, provocateur. merci de cette question. Voilà, et la préservation sociétale, on n'est pas dans de la pathologie, hein. L'homosexualité n'est pas une pathologie, ni le célibat. Et du coup, la question, c'est est-ce que, alors moi, je pense qu'en effet, il y a la notion d'égalité en France qui prévaut et de solidarité, mais est-ce que ça doit passer par les fonds de l'assurance maladie? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un fonds propre? Moi, je ne sais pas, ça m'interroge. Ouais, je suis d'accord aussi, je suis très partagée sur cette question. J'ai l'impression que toutes les semaines, je change d'avis. Enfin, c'est vraiment compliqué de statuer sur est-ce qu'il faut prendre en charge ou pas, parce qu'à la fois, ne pas prendre en charge fait qu'on aurait une médecine à deux vitesses et que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne devrait pas pouvoir bénéficier justement de Mm. ça. Et à la fois, est-ce que c'est aux contribuables et aux impôts de payer ça? Mm. Effectivement, c'est une question Est-ce que c'est vraiment. pas, est-ce que c'est vraiment de la médecine, quoi? Parce que C'est vraiment de la ça se rapproche médecine. un peu presque des thématiques, tout ce qui est chirurgie esthétique, tout C'est ça. ça. Bon, enfin voilà, mais Surtout quand on voit par exemple que par exemple, le laser pour des hyperandrogénies majeures qui ont un impact quand même psychosocial fonctionnel, et social, psychiatrique même parfois. voilà, n'est pas remboursé, alors que pour le coup, il y a un vrai impact, Mm. c'est une vraie pathologie. C'est un peu illogique que certaines choses comme ça ne le soient pas et que là, on ouvre tout à tout le monde. Quoi. Mm. Et puis, c'est pareil sur l'autoconservation sociétale. Euh, voilà, c'est compliqué aussi de se dire est-ce que ça doit être remboursé ou pas. Après, ce qui avait été évalué, c'est que sur l'autoconservation sociétale, il y avait les études médico-économiques qui étaient sorties, qui disant que peut-être d'autoconserver à 25 ans et d'avoir des stocks de d'ovocytes congelés coûterait quand même moins cher de rembourser ça que de faire 4 livres à 40 ans au vu des chances de réussite. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que sur ça, c'est un argument plutôt en faveur de remboursement, même si je pense que voilà, de prendre cette décision est extrêmement complexe. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat en QR. J'ai eu des choses plutôt positives. Présentation super claire et très intéressante. Voilà, mais il n'y a pas de questions a priori. Je vous propose qu'on enchaîne du coup sur le troisième topo. Alors, Shadi ou Philippe, je ne sais pas lequel d'entre vous veut passer en premier. Bonjour. Shadi, si tu Ah, veux. Philippe. Vas-y. D'accord. Allez, Shadi, c'est parti, qui va nous parler d'environnement. Moi, je vais faire un topo assez rapide. C'est une revue un peu générale sur la prévention de l'infertilité et sur les toxiques, l'environnement et un peu les compléments alimentaires, ce que ça peut donner comme effet. Donc, l'infertilité du couple est multifactorielle. On sait qu'il y a un couple sur 6 qui consulte pour un problème d'infertilité, primaire ou secondaire. Les délais entre le désir de grossesse et lorsque le couple consulte pour la première fois vont varier, bien sûr, en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de l'information qu'on peut donner dans les médias ou dans les revues scientifiques, et puis aussi à la portée du couple, ce qui peut avoir comme information. Et on voit bien que dans nos consultations, les délais peuvent être très, très, très variables. Alors, cette infertilité peut être liée à des facteurs toxiques qui agissent bien dès la vie intra-utérine, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, le tabac, l'alcool, les métaux lourds également. Et puis, ces facteurs toxiques peuvent accompagner l'adolescence, l'enfance, l'adolescence jusqu'à l'âge adulte,
et altérer la fertilité. Alors, l'infertilité peut également être affectée par des facteurs environnementaux à l'âge adulte, donc le poids, l'alimentation, l'exposition professionnelle, médicaments ou stress. Alors, le facteur qui reste le plus important, même si ce n'est pas un facteur environnemental ou toxique, c'est l'âge. On sait bien que les femmes naissent avec un capital folliculaire qui est bien défini, mais ce capital va se réduire en fonction de l'âge en termes de quantité et de qualité. Et en conséquence, donc, les délais de conception vont augmenter, ainsi que les différents risques, notamment d'infertilité, de fausse couche ou de complications obstétricales. Alors, l'âge étant un facteur incontrôlable, bien sûr, on peut voir un peu la différence des chances de concevoir entre 30 ans et 40 ans. La différence est importante. Alors, qu'en est-il des facteurs environnementaux? Donc, les perturbateurs endocriniens sont les principaux incriminés comme facteurs environnementaux pouvant être incriminés dans l'infertilité. Donc, chez l'homme, c'est la qualité du sperme qui va être affectée. On assiste sur des études épidémiologiques depuis les années 70 à une diminution progressive et constante, malheureusement, de la qualité du sperme, de telle manière que l'OMS a changé ses normes sur une vingtaine d'années, a changé ses normes de critères normaux de sperme en conséquence. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse significative et continue donc, de la concentration spermatique. Alors, plusieurs études ont mis en évidence un lien entre les perturbateurs endocriniens chez les enfants jeunes adultes et des problèmes, notamment de la reproduction, comme les dysgénésies testiculaires, les cancers de la prostate, des pubertés précoces chez les hommes. Et puis, chez les femmes, on peut avoir l'endométriose, des troubles d'ovulation ou des fausses couches. La baisse de la qualité du sperme peut être expliquée aussi par d'autres facteurs, donc, comme la mauvaise alimentation, des changements climatiques ou une exposition accrue aux ondes électromagnétiques, donc, qui sont en plein essor actuellement, en plus des perturbateurs endocriniens. Alors, un exemple typique qui existe dans les dom-toms, en Martinique, on fait beaucoup de publicité là-dessus. C'est un pesticide qui est la chlordécone qui existe dans une bonne partie des produits locaux et qui persiste dans les terres cultivées et qui serait responsable de cancer de la prostate, des pubertés précoces et notamment de développement d'endométriose qui actuellement est en cours d'étude. Alors, concernant l'environnement également et ses perturbateurs, donc on a les principaux chefs de file, c'est les organochlorés, que ce soit les pesticides ou les produits chimiques organochlorés. Il y a aussi la dioxine qui fait partie. Donc, des risques relatifs peuvent être estimés dans des études longitudinales comme celle qui a été publiée en 2019 à 1,65 pour les produits chimiques organochlorés. Elle est de 1,23 pour les pesticides organochlorés et jusqu'à 1,7 pour la dioxine. Donc, on a plus de facteurs incriminants avec la dioxine. Alors, si on remet sur une méta-analyse un peu toutes ces études ensemble, on voit qu'il y a quand même un effet assez significatif, notamment des pesticides organochlorés, sur l'augmentation de risques donc de problèmes de fertilité. Alors, bien sûr, il faut prendre tout ça avec précaution parce que ces études sont très hétérogènes et souvent de faibles effectifs, donc pas assez important pour pouvoir incriminer d'une manière de causalité importante entre l'organochloré et le facteur étudié. Alors, concernant le tabac, un autre facteur toxique, on le connaît depuis longtemps, le tabagisme actif a des effets délétères sur la fécondabilité.
Alors, le tabagisme passif également a des effets négatifs, hein, ça a été prouvé chez des femmes enceintes. On l'incrimine aussi dans la fertilité, même si ça reste controversé parce que l'effet est moins important du tabagisme passif que celui du tabagisme actif. Alors, les délais de conception sont plus longs chez les fumeurs et les problèmes de fertilité 2 fois plus fréquents. Alors, le tabagisme pendant la grossesse donc, expose au risque de retard de croissance, bien évidemment, et de faible poids de naissance. Principaux facteurs, il y a, autre que la nicotine, il y a les métaux lourds dans le tabac, notamment le plomb ou le cadmium, qui peuvent être incriminés dans des pathologies de la grossesse notamment, et des problèmes de fertilité en amont. La plupart des effets négatifs du tabagisme sur la fécondité sont inversés par l'arrêt du tabac. Pour l'alcool, ça peut certainement avoir une incidence sur la fécondité et réduire les chances donc, de conception. Sur les recommandations internationales, il faut limiter la consommation à moins de 2 verres par jour, à moins de 4 par occasion. Alors, bien sûr, interdit chez les femmes enceintes ou qui planifient une grossesse ou qui allaitent. Les mécanismes par lesquels l'alcool peut influencer cette fertilité sont peu connus chez l'homme et l'alcoolisme peut entraîner par contre une impuissance et réduire la libido, donc il peut altérer d'une manière indirecte la fertilité. Alors, je vais passer sur le surpoids obésité. Je pense que Philippe va vous en parler, certainement. Alors, concernant les facteurs toxiques étudiés ensemble, donc sur une étude assez intéressante, on peut incriminer plusieurs facteurs parce qu'on sait bien que ces facteurs toxiques et l'environnement et les habitudes de vie sont souvent incriminés ensemble et on ne peut pas individualiser un seul facteur. Donc, on peut voir que à différents niveaux, hein, par exemple, le tabac peut agir chez la femme, peut agir chez l'homme ou chez le couple hein, dont la femme peut être concernée par le facteur toxique. Donc, il y a aussi les troubles de l'appétit, il y a des contacts avec des produits effectivement chimiques au travail. Intéressant aussi la qualité de vie, hein, le stress au travail et surtout le stress lié à l'infertilité qui peut accentuer le problème de fertilité. Alors, rapidement sur les compléments alimentaires, donc il y a beaucoup de compléments alimentaires actuellement sur le marché. On sait que leur efficacité est difficile à prouver et parfois on donne des compléments alimentaires d'une manière assez continue ou assez intuitive chez les couples infertiles sans avoir vraiment une base ou des bases scientifiques vraiment importantes pour les données. Alors, chez l'homme, il y a un déséquilibre du système antioxydant avec les facteurs oxydants qui peut, cette balance, si elle est déséquilibrée, peut augmenter la fragmentation de l'ADN spermatique et donc fragiliser le sperme. D'où l'importance potentielle de rajouter une complémentation par antioxydants. Bien sûr, je pense que ça doit être fait avec à bon escient, donc il faut agir en fonction des altérations qu'on retrouve dans le sperme et non pas donner d'une manière spontanée comme ça à tout le monde. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que les antioxydants peuvent avoir un effet positif concernant la mobilité spermatique, concernant la concentration du sperme. Mais comme vous le voyez sur cette méta-analyse, donc lorsque le délai de supplémentation dépasse 6 mois et on passe à 9 mois ou plus, on voit que l'effet bénéfique sur la concentration du sperme, par exemple, diminue. Donc, le fait de déséquilibrer la balance oxydant-antioxydant vers le côté antioxydant n'est pas forcément favorable pour le sperme. Donc, il faut maintenir cet équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'oxydants que d'antioxydants, mais il ne faut pas non plus l'inverse. Donc, la motilité du sperme, la mobilité du sperme est aussi
dépendantes de cette supplémentation. On voit bien aussi que des antioxydants peuvent être bénéfiques sur la mobilité à 6 mois, mais lorsqu'on dépasse un traitement de 9 mois ou plus, là, l'effet bénéfique, on le retrouve moins. Chez les femmes, le taux de naissance vivante peut être aussi impacté par une supplémentation. Donc, on voit qu'il y a certaines études montrant quand même un impact positif de certains antioxydants, dont le zinc ou la vitamine E. Alors, un aspect spécifique des antioxydants et des supplémentations vitaminiques, c'est les carnitines. Donc, pourquoi on parle de la carnitine? Parce qu'elle est localisée spécifiquement dans l'épididyme, dans le plasma séminal et dans les spermatozoïdes. Elle impacte le transport des acides gras et elle stabilise les membranes. Elle va fournir une source d'énergie aux spermatozoïdes et elle est corrélée sa concentration est corrélée au plasma séminal. Dans le plasma séminal, est corrélée à la concentration de spermatozoïdes, ainsi qu'à la mobilité et l'intégrité de l'ADN. Donc, beaucoup de supplémentations vitaminiques contiennent de la carnitine. On a démontré sur certaines études que chez des patients, notamment oligo-asténospermiques, que le rajout de la L-carnitine ou l'acétyl-L-carnitine va améliorer la mobilité, va améliorer la morphologie des spermatozoïdes. Alors, cet effet de concentration de carnitine associée à la mobilité du spermatozoïde a été retrouvé dans certaines études. Une association a été démontrée. Alors, beaucoup d'études sur le bénéfice de cette supplémentation en carnitine. Notamment, je trouve que dans la littérature, il y a des études randomisées contrôlées qui ont été bien menées en mettant des doses, par contre, assez importantes de L-carnitine ou L-acétylcarnitine, donc 2 grammes, 3 grammes par jour, dont 2 grammes de L-carnitine et 1 de L-acétylcarnitine, montrant un effet bénéfique sur la mobilité du sperme. Principalement, si vous voyez, si on prend toutes les études qui ont été publiées, on a un important impact sur la mobilité spermatique principalement et aussi sur la concentration du sperme. Donc, des études sur la carnitine, donc c'est des revues systématiques qui ont été faites, donc qui montrent effectivement des effets positifs contre placebo. Concernant la concentration, un peu moins, comme vous le voyez ici. Par contre, concernant la mobilité du spermatozoïde, on a un effet bénéfique. Donc, ça rejoint un peu l'impact de la carnitine un peu sur la mobilité. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de ce topo que la supplémentation doit être orientée par ce qu'on retrouve sur le spermogramme avant de supplémenter d'une manière un peu théorique ou pratique à tout venant, tous les patients de la même manière. Alors, bien sûr, au niveau forme typique, on peut avoir une amélioration également. Et au niveau de taux de grossesse, carnitine versus placebo, on retrouve un effet bénéfique ou une augmentation significative de taux de grossesse après cette supplémentation. Alors, ça, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on retrouve sur le marché, mais même si ce n'est pas exhaustif. Vous voyez quand même que tous les produits qui existent sur le marché ne contiennent pas forcément la L-carnitine et tous les patients n'ont pas forcément besoin de la carnitine. Donc, c'est à adapter en fonction des patients. Et il y en a qui ont besoin peut-être un peu plus de vitamines B2, B6, B12, d'autres ont besoin un peu plus de zinc, sachant que la plupart des compléments vitaminiques contiennent par définition du zinc, qui est un élément très important dans l'amélioration de la fertilité masculine, et puis des vitamines à différents niveaux. Bien sûr, la vitamine C, il faut éviter d'en prendre trop pour le sperme, mais en même temps, une petite dose peut être bénéfique. Alors,
pour conclure, donc la thérapie par les carnitines et autres antioxydants peut améliorer la qualité du sperme et la fertilité, et elle réduit la fragmentation de l'ADN spermatique et l'aneuploïdie potentiellement du sperme. Bien sûr, comme on l'a dit, chaque molécule peut avoir un effet plus ou moins bénéfique sur certains aspects du sperme, et donc il est intéressant d'étudier la fragmentation au préalable, supplémenter en fonction des paramètres spermatiques et puis revoir un peu les choses après. Il est important aussi de ne pas donner des supplémentations pour plus de 6 mois. À mon sens, ça n'a pas d'effet bénéfique et même parfois ça a un effet plutôt néfaste. Donc, si on veut supplémenter, il ne faut pas dépasser les 6 mois ou faire éventuellement des contrôles pour vérifier s'il y a besoin vraiment de continuer. Alors, les choix thérapeutiques privilégiés selon la pathologie à traiter, le zinc pour augmenter la concentration, les vitamines B pour la fragmentation et la décondensation, la carnitine, on a vu, c'est pour plutôt la mobilité, acétyl L-carnitine pour l'énergie mitochondriale. On voit bien que vitamine C, potentiellement vitamine E aussi, antioxydants qui vont diminuer les ROS, et puis pourquoi pas des coenzymes Q10, l'énergie mitochondriale, et parfois des antioxydants un peu plus doux. Donc, il y a quand même un effet de choix thérapeutique qui doit être plutôt fait que de donner une seule supplémentation pour tout le monde. À mon sens, ça a du sens pour améliorer quand même certains paramètres du sperme. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur la supplémentation globale. Et puis, je suis ouvert à des questions si jamais il y a des questions. Juste une question. En pratique, tu en prescris beaucoup? Des supplémentations? Oui. Alors, en pratique, à titre personnel, je trouve qu'il y a, mais c'est très biaisé parce qu'on voit beaucoup de couples qui ont des problèmes, notamment des perturbations spermatiques. Et donc, à ce niveau-là, oui, ça m'arrive de prescrire assez souvent. Alors, il se trouve que beaucoup de couples aussi viennent avec leur supplémentation déjà. Oui, bien sûr. Ça, on en voit beaucoup comme ça. Donc il faut poser la question parce que souvent, ils ont déjà pris 3 ou 6 mois de... Donc, ton message, si j'ai bien compris, c'est ceux qui prennent de façon un peu systématique une supplémentation, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est bien étiqueter les choses, supplémenter quand c'est nécessaire, et ça peut avoir un intérêt. Tout à fait. C'est ça ton message. Tout à fait. Et ne pas supplémenter pour de longues périodes. D'accord. L'ensemble des laboratoires qui vont étudier cet HPV voilà. vont nous donner un résultat de génotypage, vont nous dire attention, ça n'est pas un HPV au risque. On est en interférence. Ou c'est un des autres groupes de tous les autres HPV au risque. Et ce typage, la plupart du temps, ce génotypage, est automatique. Vous me demandez ça. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Par contre, on entend je crois, la session plaisir en même temps. Est-ce que tu supplémentes uniquement après une fragmentation ou pas? Non, ça m'arrive de supplémenter sur des faibles mobilités avant de faire... Sans avoir de test de fragmentation perturbé. Mais souvent, je fais un test même au cours de la prise en charge. Ça peut être avant, ça peut être après. Mais tu traites bien toutes les étiologies avant. Enfin, moi, par exemple, un homme qui fume, tant qu'il n'a pas arrêté de fumer, je ne vais pas lui donner d'antioxydants. Je trouve ça ne sert à rien. L'obésité, on est d'accord. Ouais. varicocèle, pareil, il faut traiter avant. Enfin... Bien sûr. Ah, il y a une question. Merci, on y voit bien plus clair sur les compléments alimentaires et leur choix. Donc, tu vois, merci. Positif. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le docteur Yazbek? Ok. Du coup, on va pouvoir maintenant écouter le topo du professeur Philippe Merviel qui enchaîne depuis ce matin. Le 3e topo, si j'ai bien calculé. Bon,
Alors, dans cet atelier, on s'est posé la question de savoir quel sujet on pouvait aborder. On en a déjà un petit peu parlé ce matin. Je vais revenir sur le sujet donc, du poids et de la fertilité, mais aussi de l'impact du poids sur la grossesse par la suite et sur l'accouchement, parce qu'il faut en avoir conscience quand même malgré tout. Bon, j'ai pas de conflit d'intérêt, hein. J'ai essayé toute ma vie de faire des régimes, donc vous voyez, je peux pas dire que j'ai un conflit d'intérêt particulier. Il n'y a pas beaucoup de résultats à titre personnel, mais enfin bon, je suis bien comme ça, donc je ne désespère pas. Alors, qu'entend-on par obésité? On va d'abord bien définir les choses. Vous savez que l'obésité, l'IMC, c'est donc le rapport entre le poids en kilos, donc sur la taille en mètres carrés, et on considère donc qu'il y a obésité au-dessus de 30 et surpoids, donc entre 25 et 30. C'est fréquent. Vous voyez qu'il y a une augmentation tout à fait nette dans tous les pays industrialisés, mais aussi quelquefois dans les pays en voie de développement aujourd'hui. Et surtout, il y a une augmentation lorsqu'il y a une transplantation donc en termes de pays, c'est-à-dire qu'une personne qui va venir d'Afrique, qui va venir vivre en France, par exemple, eh bien, en prenant les habitudes françaises, risque de se retrouver sur une obésité. Grosso modo, on estime qu'il y a à peu près 15% d'obèses dans notre pays. Nous allons voir ça. Il y a une liaison avec l'âge. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation tout au long de la vie du pourcentage d'obésité. Et comme nous prenons enfin en charge des femmes de plus en plus âgées, eh bien, on va être soumis à des risques d'obésité de plus en plus importants. Donc, je vous ai défini donc, la surcharge, l'obésité donc à partir de 30, et il faut bien évidemment distinguer les obésités modérées entre 30 et 35, sévères entre 35 et 40, et massives au-dessus de 40. On reviendra tout à l'heure s'il y a une discussion sur les seuils que l'on pourrait se fixer dans les centres. Vous voyez que la France se situe dans un milieu, je dirais, des pays. Certains pays comme la Tunisie, la Croatie, la République tchèque, la Germanie donc, sont très élevés en termes d'obésité. D'autres pays sont beaucoup moins élevés, la Finlande en particulier. Hein, voilà. Et donc, la France se situe à peu près au milieu. Quand on regarde sur la carte du monde, vous voyez, certains pays d'Afrique commencent à avoir des phénomènes d'obésité, et puis la France, donc en rose clair à ce niveau-là. L'évolution, c'est quand même une augmentation. On l'a dit, c'est l'étude OBEPI, donc vous connaissez. Grosso modo, le surpoids donc varie relativement peu, mais vous voyez, l'obésité a quasiment doublé donc depuis 97 jusqu'en 2009. Alors, encore une fois, l'obésité chez la femme peut avoir des impacts donc lorsqu'elle est enceinte donc sur la descendance, et ça, il ne faudra jamais l'oublier, avec des bébés qui sont plus gros et donc avec un phénomène donc d'empreinte maternelle de l'obésité donc sur l'enfant, qui va être plus soumis à des phénomènes d'hypoglycémie néonatale ou d'hypocalcémie, d'obésité dans l'enfance et puis de maladies métaboliques à l'âge adulte, qui peuvent être donc des maladies cardiovasculaires, l'obésité par elle-même, mais aussi les risques de néoplasie. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'obésité féminine? On sait que l'obésité donc, a un impact à la fois sur la fertilité naturelle, mais à la fois aussi sur la prise en charge en assistance médicale à la procréation. Retenez cette phrase, une obésité donc, supérieure à 35, c'est-à-dire qu'on passe en obésité donc, sévère, et bien divise grosso modo par 2 les chances de grossesse, quel que soit l'âge de la femme. En fécondation in vitro, on observe une augmentation des doses de FSH, c'est-à-dire que ça varie donc entre 300 et 600 unités supplémentaires sur l'ensemble du cycle. Ça augmente également les cycles annulés, ça augmente l'atrésie folliculaire, ça augmente évidemment, il y a un impact en termes d'hyperinsulinisme et donc d'augmentation des androgènes. Il y a une diminution des taux d'implantation parce qu'il y a un certain nombre d'impacts sur l'endomètre. La glycodéline, donc l'IGLBP1 sont diminués. D'autres molécules donc anti-implantatoires comme l'IL6, la PAI1 et le TNF-alpha sont augmentées. Ça semble être donc un impact important, cet impact endométrial, et ça avait bien été montré par Belver. Je vais vous remonter donc les courbes tout à l'heure, qui montraient bien que chez les receveuses, par exemple, d'ovocytes, eh bien, il y avait un impact évidemment de l'obésité de la receveuse. C'est aussi, il faut le savoir, un facteur totalement indépendant de fausses couches du premier trimestre de la grossesse, avec une augmentation donc significative qui a été vue chez les donneuses d'ovocytes et en FIV-ICSI, avec une augmentation donc de ces fausses couches. Donc,
On peut toujours faire des bilans de fausses couches à répétition. Si vous avez une femme obèse, eh bien, l'une des premières choses aussi à faire, c'est de l'inciter à perdre du poids pour améliorer donc sa chance d'évolution de la grossesse. N'oublions pas qu'un bébé, ça se fait à deux, et donc chez l'homme, l'obésité a également donc un impact sur la diminution du nombre de spermatozoïdes et la tératospermie. Vous voyez que Belloc, en 2011, avait montré donc sur à peu près 2000 hommes qu'il y avait une diminution de 10 à 20% des paramètres du sperme en cas de surpoids et d'obésité. Donc, ça démarre aussi dès le surpoids. Et c'est lié à un certain nombre de perturbations hormonaux qui peuvent expliquer aussi cette diminution. Et puis, en plus, il y a des dysfonctions sexuelles plus importantes dans cette population, donc qui peut jouer sur la fertilité aussi naturelle. Alors, voici une revue de la littérature, si je puis dire, de tous les impacts possibles avec les références que vous avez en dessous. Quand on prend en charge une patiente donc obèse en assistance médicale à la procréation, ben, comme l'a dit de toute façon tout à l'heure Geoffroy, donc il y a évidemment donc un monitorage qui sera plus difficile, en particulier lorsqu'il y a une obésité tronculaire, c'est-à-dire abdominale, avec des images de moins bonne qualité. On va avoir une augmentation de la durée de stimulation et une augmentation des doses de gonadotrophine, vous voyez, qui varient entre, grosso modo, donc, ça peut aller jusqu'à 600 donc, unités de plus sur l'ensemble de la stimulation. Il y a plus d'asynchronisme folliculaire, il y a plus d'arrêt du cycle, d'accord, et il y a plus, quelquefois, de mauvaises réponses à la stimulation. C'est souvent lié au fait qu'on n'adapte pas les doses forcément chez les femmes qui sont obèses. N'oubliez pas qu'il y a un volume de distribution qui est plus important. Alors attention, bien sûr, hein, à l'augmentation des doses chez des femmes obèses qui, par ailleurs, auraient un phénomène de dystrophie ovarienne de type polykystique, où là, vous pouvez avoir évidemment un effet totalement différent. Il y a une réduction du nombre d'ovocytes récupérés, une réduction donc des ovocytes en métaphase 2, une réduction donc des embryons de bonne qualité, une réduction du taux de grossesse. Et vous voyez que ce n'est pas majeur, hein, c'est 1,47, c'est-à-dire 47% de réduction. Mais vous voyez qu'on a un odds ratio qui est entre 1,20 et 1,80. Et puis une augmentation du taux de fausse couche, là aussi, donc à peu près du même ordre. Alors voilà l'étude de Penzias, donc, qui a été faite également donc, sur des cycles de Philixie. Vous voyez très bien qu'il y a un impact tout à fait certain chez des femmes donc, qui avaient un âge comparable, un impact tout à fait certain donc, de l'effet du BMI avec cette chute donc, importante donc, du taux de take-home baby. Alors, est-ce que ça s'arrête au moment de la fertilité? Non, ça continue. On a vu déjà les fausses couches, mais alors après, pendant la grossesse, ben, l'obésité en tant que telle est facteur de certaines malformations, spina bifida, cardiopathie, omphalocèle, voilà. Alors paradoxalement, je n'ai pas trouvé d'explication dans la littérature, ça diminuerait les laparoschisis chez l'enfant, je ne sais pas par quel biais. Il faut savoir que donc on a des marqueurs sériques qui peuvent être un tout petit peu perturbés en termes de dosage, donc avec des faux positifs donc, au niveau donc, de ces marqueurs sériques du fait de l'obésité maternelle. Et donc, je vous rappelle que le poids est à mentionner. Et puis, les ponctions de liquide amniotique, les biopsies trophoblastes sont évidemment plus dangereuses avec un risque relatif de 3,1 d'accident donc, au cours de ces techniques. Plus d'hypertension, plus de prééclampsie, plus de diabète, plus de mort fœtale in utero. Vous voyez que c'est quand même une augmentation d'environ 5 fois chez des femmes qui dépassent 40 semaines d'aménorrhée. Et puis, il y a également pendant la grossesse, chez la patiente obèse, plus d'apnée du sommeil qui pourrait avoir un impact donc, sur l'évolution de la grossesse. Enfin, cet enfant, qui peut être soumis donc, à des risques pendant son enfance, adolescence et l'âge adulte, eh bien, à la naissance, il va falloir qu'il sorte et nous avons plus de risques de macrosomie avec la dyssocie des épaules et les lésions neurologiques. Alors, je vous rappelle qu'une femme qui est obèse pendant la grossesse, eh bien, il faut faire la guerre sur la prise de poids. C'est-à-dire, si elle démarre avec un excès de poids, elle a le droit théoriquement de prendre environ 7 kilos pendant la grossesse, mais pas plus. C'est-à-dire que ce n'est certainement pas des femmes qu'il faut laisser déraper en termes de prise de poids pendant la grossesse, parce que vous pouvez démarrer avec une obésité légère et terminer avec une obésité quasiment morbide. Donc, ça veut dire que vous voyez, autant une femme de poids normal peut prendre à peu près une douzaine de kilos, et pour ma part, je commence à faire des gros yeux au-dessus de 15 kilos. Vous voyez qu'une femme qui est en surcharge pondérale ou qui est obèse, il faut essayer de limiter le plus possible la prise de poids. Alors, les femmes vont vous dire, oui, mais c'est affreux, mon bébé ne va pas grossir, etc. Vous inquiétez pas, le bébé, il prend sur sa mère
même une femme qui prendrait 3 kilos pendant la grossesse, le bébé ne se porterait pas plus mal. Il faut être cachectique pour avoir un impact sur le poids de l'enfant. Alors après, il va falloir le sortir. Quand il faut le sortir, ce bébé, eh ben, très souvent, il y a un impact donc, sur la voie d'accouchement, puisqu'il y a des césariennes qui sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'on est obèse. Pourquoi? Parce qu'il faut bien considérer que quand on a une obésité, on a un muscle qui est pathologique et on a un muscle utérin qui est pathologique. Donc, on a beaucoup plus de dystocie dynamique donc, au moment de l'accouchement, avec des échecs de déclenchement, avec des anomalies de dilatation cervicale. Et toutes les études montrent qu'il y a une augmentation donc, du taux de césarienne. Et même lorsqu'il y a déclenchement donc, du travail, ou même en cas d'utérus monocicatriciel, eh bien, on remarque qu'il y a plus de césariennes itératives donc, chez une femme obèse par rapport à une femme non obèse. Alors après, il faut faire la césarienne. Autant vous dire que quelquefois, on a un beau tablier comme ça. Et encore une fois, il faut ne pas hésiter à remonter donc, le lieu d'incision donc, de la césarienne, tout simplement pour tomber sur l'utérus, parce que si vous incisez à ce niveau-là, vous allez être très gêné par le tablier et surtout, vous allez être très embêté pour avoir une vision claire de votre lieu d'hystérotomie. Donc, difficulté d'exposition, difficulté d'extraction et puis de cicatrisation par la suite. Risque post-opératoire, thromboembolique en particulier, vous voyez que c'est multiplié par 4, le risque thromboembolique. Donc, ne pas hésiter chez ces patientes à les mettre rapidement avec des bains antithrombose, avec des HBPM, et puis d'éviter l'alitement donc, au décours de la naissance, de façon à ce qu'il y ait un lever de précoce et qu'il y ait une mobilité de la patiente. Alors, on a publié plusieurs articles sur le problème du poids cette année. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis les références. On a publié dans le journal de la Revue Blanche, donc le journal de gynéco, l'impact de l'activité physique donc, pendant la grossesse. C'est une revue de la littérature. Et on a mis au point donc, un système donc, par smartphone qui s'appelle Bouche Grossesse et pour lequel l'article est actuellement adressé à une revue pour publication. Qui montre que lorsque vous stimulez les patientes donc avec des applications smartphone pour faire un certain nombre de pas, vous réduisez évidemment la morbidité donc, des femmes enceintes. La deuxième étude, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'étude sur la chirurgie bariatrique et l'impact de cette chirurgie bariatrique, donc hors assistance médicale à la procréation, sur le devenir de la grossesse. Et finalement, après chirurgie bariatrique, eh bien, vous avez donc un retour quasiment à la normale, donc de ces grossesses, même par rapport à des femmes de poids normal. Et puis le troisième, c'est l'article dont je vous ai aussi parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais je vais vous donner les détails. C'est un article sur l'impact du BMI pour nos résultats en assistance médicale à la procréation. Vous voyez, on a repris 1311 cas pour lequel on avait la naissance, ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas que la grossesse débutée. Des femmes de poids normal, des femmes donc en surpoids, des femmes obèses. Alors, vous voyez que la proportion, c'est à peu près, on est à nos 15% que l'on a dans la population générale et on a différencié les obèses de type 1, c'est-à-dire vraiment les obésités légères, des obèses de type 2 et 3, c'est-à-dire sévères ou morbides. Dieu merci, ça descend pour les morbides, mais on a quand même 71 dans notre prise en charge, en 2-3. Et on a comparé donc l'évolution en FIVIXI de ces patientes avec les inséminations, où là aussi on a différencié en plusieurs cas. Alors cet article est publié donc dans Clinic Obstet Gynecol Reprod-Med donc en 2020. Je vous ai mis simplement les résultats. L'étude donc indique qu'il n'y a pas de différence en termes de grossesse clinique. Donc si l'on fait de la fécondation in vitro, que l'on ait donc un BMI normal, surpoids, obèse et obèse de type 1 ou de type 2-3. Par contre, en insémination, les grossesses sont moins nombreuses donc chez les femmes de poids normal donc, ou surpoids par rapport aux femmes obèses où il y a une différence statistique. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il vaut mieux faire des inséminations, mais vous voyez qu'on a des taux en insémination, y compris chez les femmes obèses, d'accord, qui sont relativement importants par rapport donc, à des taux beaucoup plus classiques. Hein. Vous avez ici le taux de grossesse clinique donc avec activité cardiaque et le taux donc d'accouchement. On a essayé de chercher des facteurs. On a plusieurs facteurs qui ont été retrouvés donc pouvant impacter sur ces taux de grossesse. Je ne vous ai pas mis le tableau complet, mais je vous invite à lire l'article. Voilà. On sait que l'absence de grossesse donc en insémination est souvent liée donc à une réponse qui est insuffisante.
On sait en fécondation in vitro, micro-injection, c'est toujours pareil, c'est aussi le nombre d'embryons totaux obtenus qui peut impacter. Et visiblement, le poids, indépendamment de tout ça, puisqu'il y a des multivariables, ne semble pas impacter en FIV-XI. Ce qui va à l'encontre d'un certain nombre de publications, hein, j'en ai parfaitement conscience. Alors, est-ce qu'il faut réduire le poids pour améliorer la fertilité? On sait que quand on réduit le poids, eh bien, on a des cycles qui vont devenir plus réguliers, on diminue l'hyperandrogénie chez les SOPK, on augmente les grossesses spontanées. Alors, encore une fois, ce n'est pas une réduction en disant à la patiente qui fait 140 kg, madame, il faut que vous en faisiez 80 parce qu'elle n'y arrivera pas. Il faut rester raisonnable dans la perte de poids. Vous savez que dans l'ovaire polykystique, on considère que 5 à 10% de perte du poids. Donc, vous voyez que, par exemple, une femme de 140 kg, il faut lui mettre l'objectif de perdre environ 14 kg de façon à ce que nous puissions améliorer à la fois la fertilité spontanée avec les cycles ovulatoires, mais également donc, la réponse à la stimulation. L'effet de la chirurgie bariatrique, je vous l'ai montré dans notre étude. Il y a des études qui ont montré donc, que, évidemment, on améliorait donc, le devenir obstétrical de ces patientes, mais qu'il y avait peut-être un effet qui était un effet non significatif sur les fausses couches, parce qu'il est très probable que l'obésité est responsable de fausses couches par elle-même, mais que la chute du poids de façon importante après chirurgie bariatrique eh bien, libère un certain nombre de toxines, donc d'adipocytokines, qui peuvent avoir un effet autre sur la survenue des fausses couches. Et puis, n'oubliez pas que quand une femme envisage une grossesse et si elle a encore un des anneaux gastriques qu'on posait autrefois, eh bien, il faut se poser la question de savoir si on ne dessert pas les anneaux gastriques. Voilà, chez l'homme, la chute du poids semble moins sensible. Et vous savez que, par exemple, après chirurgie bariatrique, il y a des cas d'azoospermie qui ont été mis en évidence en 2005 par Difrega. Et donc, peut-être réfléchir sur une autoconservation du sperme si on doit envisager une forte chute du poids donc chez un homme. Donc, en conclusion, il faut essayer au plus de réguler donc, le poids de nos patientes et d'obtenir donc un IMC, si possible, inférieur à 35. 35, c'est quand même le passage d'une obésité légère à une obésité sévère. Ça ne me semble pas être impossible de demander à une patiente de mincir pour essayer de se rapprocher d'un IMC à 35. Moi, je suis frappé depuis que j'ai commencé mon activité professionnelle par le nombre de femmes jeunes que l'on voit aujourd'hui avec des obésités sévères. Je pense que ça doit poser un problème personnel d'identité, mais aussi ça peut poser un problème donc, chez ces femmes jeunes qui démarrent déjà très tôt au cours de leur vie, donc une augmentation du poids aussi importante. Quand je vous ai montré tout à l'heure, c'était aussi lié à l'âge de la patiente, donc ça veut dire que si elles sont en obésité sévère dès 25 ans, on peut imaginer qu'elles risquent d'être morbides un peu plus tard. Et je vous ai cité sur cette conclusion donc, le cas, par exemple, d'une patiente dans une maternité parisienne, 34 ans, IMC à 41, donc vous voyez qu'on est sur une obésité donc morbide. Eh bien, cette patiente a accouché et dans le postpartum, elle a développé probablement en rapport aussi avec son surpoids et le risque vasculaire qui existait, un infarctus mésentérique, donc, ce qui est gravissime, et elle est décédée. Je rappelle que la pratique d'un sport tout à fait simple donc, peut faire consommer quelques kilocalories qui peuvent vous éviter aussi de grossir trop et surtout qui va améliorer nettement la fertilité du couple. Très bien. Merci de votre écoute. Parfait. Merci beaucoup, Philippe, pour ce topo très clair et bien complémentaire de ce qui avait été évoqué ce matin. Et en effet, sur l'importance d'informer et de fixer des objectifs, comme vous le disiez, le plus raisonnable possible. Et ça dépend d'où on part et des comorbidités associées. Et c'est sûr que l'impact métabolique, l'importance de faire un bilan métabolique chez ces patientes, c'est vraiment essentiel. On retrouve un nombre de femmes qui ont des insulinorésistances qui passent à côté et qui, parfois, malheureusement, en ville, arrivent en ayant déjà eu du clomide ou des choses comme ça, Ouais. alors qu'on part là sur des grossesses qui vont être explosives. Si vous êtes déjà en insulinorésistance en préconceptionnelle non traitée, c'est la catastrophe en général. Ouais. Nous, on a mis en place pour toutes les dystrophies ovariennes polykystiques, donc obèses, une consultation donc, conjointe avec nos endocrinologues, de C'est façon bien. à avoir un bilan métabolique le plus complet possible.
avant de débuter. Alors, les femmes jeunes en obésité, on a un peu de temps par rapport à la fertilité. Voilà. C'est là où il faut quand même que… Alors, il est certain que si tu as une femme qui a un ovaire polycystique, une hyperandrogénie très nette et compagnie, lui demander de mincir, c'est quelque chose d'excessivement compliqué parce qu'elle lutte contre finalement un effet hormonal qui est Qui l'hyperandrogénie. s'entretient tout le temps. Voilà, qui va lui donner une obésité tronculaire. Et je conçois tout à fait, et comme tu disais tout à l'heure dans ton topo, il ne faut pas leur dire mangez moins, ça va aller. Non, parce qu'elles ont un trouble métabolique qui fait qu'elles prennent, je dirais, de la mauvaise graisse au mauvais endroit. Il n'empêche, et là, il faut être raisonnable, leur dire 5 à 10%, ça améliore déjà les choses, etc. On a un peu de temps devant nous, etc. Peut-être les adresser, même très jeunes, pour la chirurgie bariatrique, parce que ces femmes-là, elles luttent contre vraiment une montagne à passer. Et en effet, voilà. Je crois qu'il faut faire le point entre le temps que l'on a par rapport à la fertilité, les objectifs que l'on souhaite avoir, les pathologies associées. Quand tu commences à avoir 35, 37 ans, que tu commences à avoir l'insuffisance veineuse, que tu es obèse, que tu commences à avoir l'essoufflement, les apnées du sommeil, etc., voilà, peut-être que la fertilité, là aussi, ça peut attendre peut-être un an, régler un certain nombre de problèmes parce que derrière, il va y avoir une grossesse et ça va être compliqué. C'est vraiment une approche holistique, c'est ça qui est vachement important dans cette maladie. Alors, je crois qu'il y a 2 questions. Oui, alors, la première, c'est la dose et la durée des anticoagulants dans le postpartum des césariennes des obèses. Merci. Eh bien, les anticoagulants chez une obèse, enfin, dans le postpartum, je vous ai dit, le risque, il est vraiment sur les 6 premières semaines et plus particulièrement sur les 3 premières. Donc, j'aurais tendance, s'il y a facteur de risque, de leur mettre au moins 3 semaines d'anticoagulants dans le postpartum. Au moins 3 semaines. 6 semaines, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs facteurs de risque associés, c'est-à-dire, voilà. Et après, il y a une question de Claude Farah. Merci Philippe pour les 2 présentations de ce jour. Faudrait-il incorporer des diététiciens dans les équipes de PMA? Tu vois, la discussion, elle date d'hier au staff. Oui, ça serait l'idéal. Le gros problème de l'hôpital français, c'est qu'on manque déjà d'infirmières pour le Covid, d'aides-soignants, et que donc on manque de diététiciens aussi dans les services. Donc, et que les diététiciens, par exemple, de plus en plus sont accaparés aussi par toute la surveillance des patientes via le téléphone portable, via des applications, via des choses comme ça, et que c'est très difficile d'avoir un diététicien dans un service d'AMP simplement. Donc oui, mais il nous arrive de les adresser. C'est-à-dire que quand je dis il y a un bilan métabolique chez l'endocrino, ça c'est vraiment pour le problème métabolique, cardiovasculaire, etc. Mais il y a des adressages aux diététiciens du service. On a une diététicienne dans le service, donc tu vois, on n'est pas très riche entre les femmes enceintes et puis le reste. On a une diététicienne et donc on lui adresse, oui, pour aider. C'est-à-dire si la femme a des problèmes pour amorcer son amaigrissement, en tout cas, eh bien, bien sûr, elle a la possibilité d'avoir recours à une diététicienne. Mais ça n'empêche pas le bilan métabolique. Ce que je veux dire, c'est que c'est 2 choses différentes. Pour moi, le diététicien, c'est un aide pour équilibrer un régime, pour essayer de trouver des moyens d'amaigrissement. Le bilan métabolique, c'est vraiment la patiente qui a un syndrome métabolique pour lequel on a besoin d'avoir un véritable avis endocrino, d'avoir peut-être une exploration cardiologique. Enfin, voilà, on en est là. Et il y a des patientes sur lesquelles on en est là. Et parfois très jeunes. Et parfois très jeunes, c'est ça qui me… Ça, ouais. Bien sûr, bien sûr. Philippe, tu ne mets pas de limite de BMI au-delà duquel tu ne stimules pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans notre centre, on essaye d'avoir un BMI inférieur à 35. Et entre 35 et 40, c'est toujours discuté au staff pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des arguments d'une espèce d'urgence. Il est certain que la femme qui a, comment ça s'appelle, 25 ans, qui a un ovaire polycystique, en plus avec le problème métabolique, qui a un BMI qui est à 41, celle-là, elle ne sera pas prise en charge. Elle ne sera même pas discutée au staff. Voilà, celle-là, elle va être adressée à l'endocrino bilan métabolique avec consultation conjointe. Elle va être suivie par une diététicienne. Elle va avoir un programme. Celle-là, on n'est pas pressé. Ce n'est pas parce qu'on envisagera une grossesse à 27 ans chez elle. Il faut bien lui faire comprendre qu'il y a un risque vital pendant la grossesse. D'accord, vital pendant la grossesse et en postpartum immédiat avec le risque thromboembolique qui est quand même une des grosses causes de décès potentiel des femmes enceintes. Donc 35 idéalement, entre 35 et 40 on discute, au-dessus de 40 on ne prend pas en charge. Mais c'est difficile parce que il faut faire passer le message.
faut faire passer le message avec un côté positif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur dire « Ah bah vous avez 41 de BMI, c'est terminé. » Non, il faut leur faire comprendre que 41 de BMI, ce n'est pas simplement l'obtention d'une grossesse, c'est que derrière, elles vont être enceintes, c'est que derrière, même si tu es très strict, elles vont prendre 7 kilos supplémentaires, enfin 5 à 7 kilos supplémentaires, si vraiment tu arrives à pouvoir régler les choses. Et on sait très bien que quelquefois, tu n'arrives pas à régler la prise de poids. Et qu'il y a un impact au cours d'une grossesse. Le but, ce n'est pas l'obtention d'un bêta-HCG positif. Le but, c'est que tout le monde aille bien à la naissance et qu'on n'ait pas une catastrophe pendant la naissance, pendant la grossesse et la naissance. Alors après, il y a aussi, dans les services où on se retrouve, enfin à Lille, vous devez bien connaître, il y a aussi toute, je n'ai pas parlé, de l'infrastructure qui est nécessaire dans une maternité. C'est-à-dire que la femme qui débarque à 41 de BMI, je veux dire, et qui a, ou plus, et que l'on doit prendre en charge, il faut les tables adaptées, il faut les instruments adaptés, il faut les tables de bloc opératoire adaptées. C'est toute une infrastructure à avoir derrière. Et puis une certaine expérience, parce que les césariennes sont quand même assez différentes. Quand même, c'est assez troublant d'inciser quelquefois en suce ombilicale pour tomber sur le segment inférieur. Non, mais nous, on avait eu le cas d'une patiente qui avait un IMC à 50 ou 51, je ne sais plus. On lui avait dit, donc là, il fallait mettre en place des mesures. Et en fait, on ne l'a pas vue pendant presque 1 an et demi. Elle est revenue, elle avait perdu énormément de poids, elle était arrivée à un IMC à 41. Là, c'est vrai qu'on en a rediscuté, on s'est dit, elle ne pourra jamais faire plus que sans chirurgie bariatrique. Et là, voilà, le bilan métabolique, c'était complètement corrigé, elle était à fond, elle avait une tension limite, là, elle était corrigée au niveau de la tension. Et là, on s'est dit, on y va quand même, mais avec l'accord des obstétriciens toujours, parce que je pense que ça, c'est important. Oui, tout à fait. Non, je crois qu'il faut discuter. Si tu ne mets pas de limite dans un service, tu ne fais pas attention. Il faut qu'il y ait une discussion pluridisciplinaire, ça c'est sûr. Tu ne fais pas attention au poids. Si tu commences à dire dans un service, on se met une volonté à être à 35, ça veut dire que les gens font attention au poids comme critère de prise en charge. C'est bien que dans un service où il y a plusieurs praticiens, ce n'est pas toujours simple de surveiller tout le monde. Donc, si tu dis au-dessus de 35, il faut discuter, ça veut dire que ça oblige à avoir une discussion de stade. Voilà. Et je dis pas, à 40,2, je ne vais pas prendre en charge parce que 40, je ne prends pas en charge. Là, ta patiente, typiquement, il y a un parcours personnel qui fait qu'il y a un effort de fait de son côté. Après, tu peux aussi regarder tous les autres facteurs qu'elle peut avoir, parce qu'encore une fois, la femme qui est obèse, mais qui fume aussi, la femme qui est obèse, mais qui est diabétique d'emblée, etc., ce n'est pas la même chose que la femme qui est simplement obèse. Voilà, mais je pense que quand on dit qu'on fixe un seuil, c'est le seuil où il faut discuter, mais pas interdire. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. C'est pour sensibiliser. Voilà. Et qu'il faut les sensibiliser pour aussi les tentatives, parce que nous, on en a une aussi où elle était à 34 pour des IU, qui n'était pas toute jeune, donc on lui a pas trop fait perdre de poids, et au final, quand on l'a retrouvée en film, on l'avait pas repesée pendant 1 an et demi, l'IMC était passé à 42. Et en fait, on s'en est rendu compte sur la table du bloc. Elle a pris tellement progressivement du poids qu'on s'en est pas vraiment rendu compte. Et le jour où on est au bloc, où l'anesthésiste nous dit « oulala, mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et là, on s'est dit « mince, elle a pris 15 kilos en 1 an. » Et c'est vrai que sur le suivi après, c'est vraiment important aussi, parce que là, on peut être très strict, je trouve, au début, où on va faire attention, on ne démarre pas, nanana. Puis après, on les revoit moins. Et elle… bien sûr. Non, mais une prise en cours de parcours, je pense que c'est un moment de dire stop, il faut réinverser la tendance. Parce que là, pour le coup, on s'était vraiment exposé à des difficultés, la ponction avait été galère, et voilà. Oui, et puis tout est plus difficile. Enfin, je veux dire, tout est plus difficile. Nous, on a été surpris par les résultats de notre étude. Bon, alors bien sûr, ça manque de puissance, bien sûr, ce n'est pas les grandes études à 25 000 personnes comme Geoffroy nous a présenté tout à l'heure, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on s'attendait à avoir un différentiel. Finalement, le seul différentiel qu'on a, c'est plutôt en faveur d'ailleurs des femmes obèses en insémination, et pour tout le reste, on n'a pas de différence. Mais il y a des études qui montrent aucune différence. Moi, j'avais fait une petite étude quand j'étais sur Amiens, qui n'a pas été publiée, mais on avait la même chose, c'est-à-dire que on avait des taux de grossesse qui étaient équivalents, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Nous, c'est pareil. On est dans l'étude là sur la morphologie ovocytaire, dans nos patientes, mais parce que je pense que par rapport aux séries américaines,
où ils ne se posent pas la question. Quand on voit dans la série américaine qu'il y avait 500 patientes avec des IMC supérieurs à 50. Oui, tout à fait. Nous, je pense que quand même, on a ce coaching et il y a un biais, c'est-à-dire que dans nos centres, on leur demande de maigrir, on impose un peu des objectifs et du coup, elles sont dans des situations métaboliques plus favorables. Je pense que ça, notamment pour l'implantation, c'est quand même mieux, quoi. Oui, ça impacte. Bon, alors je regarde, il n'y a plus d'autres questions. Non. Bah, écoutez, merci à tous pour cet atelier. Vous avez Merci encore un topo cet après-midi, Philippe? Oui, en fin d'après-midi, j'ai une discussion, ça va être plus D'accord. rapide. Oui, c'est plus cool. Non, demain À matin. bientôt. Ah oui. À bientôt à tout le Ouais. monde. À bientôt à tout J'espère le monde. l'année Portez-vous bien, prochaine. protégez-vous. Hein. Voilà. Ouais. Et puis l'année prochaine, j'espère un atelier in situ interactif. Ouais. Voilà, et qu'on se fasse la bise, hein, Florence. Ouais, tout à fait. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt, au revoir. Merci aux participants.